Ce qui suit est le récit d'un homme que le chagrin avait rendu vulnérable. Une histoire de confiance trahie qui commence comme tant d'autres par un matin brumeux sur la côte bretonne. Le brouillard est arrivé du port ce matin-là, épais et gris, comme toujours à Brest à la fin du mois d'octobre. J'étais assis dans ma véranda, le regardant avaler le jardin qu'Hélène avait tant aimé. Les rosiers qu'elle avait plantés 15 ans plus tôt n'étaient plus que des ombres sombres se dissolvant dans le blanc. La maison me paraissait trop grande ces temps-ci, trop silencieuse. 2 ans que le cancer l'avait emportée, et je me surprenais encore à tendre l'oreille, espérant entendre ses pas dans le couloir. Certains matins, je versais encore 2 tasses de café avant de me souvenir. Mon fils, Mathieu, m'avait appelé la veille. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Il n'appelait plus pour bavarder depuis des mois. Pas depuis que son entreprise de BTP avait commencé à connaître ce qu'il appelait des revers passagers. Mais hier soir, sa voix était différente, chaleureuse, presque enthousiaste. « Papa, Vanessa et moi on aimerait t'inviter pour le dîner de dimanche. Elle prépare le bœuf Wellington que tu avais adoré à Noël. On a discuté et on se sent mal d'avoir été si distants. Vanessa, sa femme depuis 8 ans. Je ne m'étais jamais vraiment fait à elle, même si j'avais essayé, pour Mathieu. Il y avait quelque chose de calculateur derrière son sourire, quelque chose qui me rappelait les chefs de projet que j'avais côtoyés pendant mes 40 ans de carrière comme ingénieur dans le génie civil. Toujours en train de mesurer, de planifier 3 coups à l'avance. « C'est une excellente idée », avais-je répondu. Parce que pouvais-je dire d'autre? C'était mon unique enfant. Hélène et moi avions espéré en avoir d'autres, mais la vie en avait décidé autrement. Super. Dimanche vers 17h alors. Ah, et papa, Vanessa a lu des articles sur la cuisine bonne pour le cœur. Elle veut s'assurer que tu prends bien soin de toi maintenant que tu es seul. J'avais raccroché, ressentant une émotion que je n'arrivais pas à nommer. De l'espoir peut-être, ou de la suspicion déguisée en espoir. Dimanche arriva, froid et clair. J'ai conduit ma vieille Peugeot sur le pont de recouvrance, longeant le port de commerce où les touristes s'agglutinent en été, puis j'ai grimpé les rues en lacets jusqu'à leur maison de Plouzané. Une maison que j'avais aidé Mathieu à acheter 6 ans plus tôt, à l'époque où son entreprise décrochait des contrats, où il me demandait encore mon avis sur les murs porteurs et les fondations. Il y avait une Mercedes que je ne connaissais pas dans l'allée. Les parterres de fleurs qu'Hélène les avait aidés à planter ce premier printemps étaient envahis par les mauvaises herbes. Le dîner fut étrange dès le début. Vanessa n'arrêtait pas de remplir mon verre d'eau, ce qui me parut bizarre car elle savait que je préférais le thé pendant les repas. Mathieu était assis en bout de table, tenant une conversation qui semblait répétée, me posant des questions sur ma retraite, mes placements, si j'avais envisagé de vendre la maison maintenant que je tournais en rond tout seul dedans. « L'immobilier dans le quartier Saint-Marc a explosé, dit-il en coupant son bœuf Wellington. Tu pourrais en tirer 700 000, peut-être 800 000 euros, déménager dans quelque chose de plus petit, de plus gérable. Je me gère très bien, ai-je répondu. Vanessa a souri. Bien sûr que oui, Daniel, c'est juste qu'on s'inquiète pour toi, tout seul dans cette grande maison. Le bœuf avait un goût bizarre. Pas mauvais, non, mais étrange. Métallique, presque amer sous la croûte et les champignons. Je l'ai mangé quand même, pour ne pas paraître ingrat. Après tout, Vanessa s'était donné du mal. Les vertiges ont commencé cette nuit-là. Rien de dramatique au début, juste un moment d'instabilité en me levant de mon fauteuil de lecture. Une brève sensation que la pièce tanguait avant de se redresser. J'ai mis ça sur le compte du vin que Vanessa avait insisté pour que je boive, sur l'âge, sur le chagrin qui me surprenait encore par moments. Les dîners du dimanche sont devenus une routine. Chaque semaine, Mathieu appelait. Chaque semaine, je conduisais jusqu'à Plouzané. Chaque semaine, je mangeais la cuisine de Vanessa. Son bœuf bourguignon, sa blanquette de veau, son hachis parmentier avec cet arrière-goût étrange que j'avais fini par me convaincre d'imaginer. Et chaque semaine, je me sentais un peu moins bien en rentrant. Les vertiges se firent plus fréquents. J'ai commencé à avoir des problèmes d'équilibre, m'agrippant au cadre de porte, au plan de travail pour me stabiliser. Des mots que j'avais connus toute ma vie m'échappaient en pleine phrase,
me laissant chercher dans le vide. Ma voisine, Carole, m'a fait remarquer que j'avais l'air pâle quand elle m'a apporté une quiche un jeudi soir. Carole, c'était la seule bonne chose dans ces semaines qui s'assombrissaient. Veuve elle aussi, 64 ans, des yeux bienveillants et un rire doux qui me rappelaient qu'il y avait encore de la chaleur en ce monde. Elle avait perdu son mari, Robert, d'une crise cardiaque 3 ans avant le décès d'Hélène. Nous avions commencé à discuter par-dessus la clôture durant ce terrible premier été après les funérailles, échangeant des notes sur le deuil, comme le font les survivants. Dernièrement, elle passait me voir plus souvent, m'apportant de la soupe quand elle en faisait trop, remarquant quand mon courrier s'accumulait dans la boîte aux lettres. « Daniel, il faut que vous alliez voir le docteur Morin, me dit-elle ce jeudi-là, en me regardant m'agripper à la rampe du perron après une nouvelle vague de vertige. Ce n'est pas normal. C'est juste l'âge, ai-je dit. J'ai 68 ans, les choses commencent à lâcher. Robert disait la même chose, répondit-elle d'une voix douce. Pendant des mois, avant sa crise cardiaque. S'il vous plaît, faites-le pour moi. J'ai pris rendez-vous parce que je ne supportais pas l'inquiétude dans ses yeux. Le docteur Jean-Luc Morin était mon médecin depuis 12 ans. Il était consciencieux, pragmatique, le genre de médecin qui vous écoute vraiment au lieu de taper sur son ordinateur. La consultation était censée être une routine. Tension, poids, les questions habituelles. Il a prescrit une analyse de sang, comme toujours. Je n'y ai pas prêté attention. 4 jours plus tard, son assistante m'a appelé. Pas un message automatique, mais elle-même, la voix prudente et professionnelle. « Monsieur Lefort, le docteur Morin a besoin de vous voir aujourd'hui. Pouvez-vous passer à 14 heures? Qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur en discutera avec vous en personne. » Le trajet jusqu'à son cabinet rue de Siam m'a paru interminable. Je n'arrêtais pas de penser à Hélène, au jour où son cancérologue nous avait convoqués pour parler des résultats. Le docteur Morin n'a pas tourné autour du pot. « Daniel, vos analyses de sang ont révélé des résultats très préoccupants. Nous avons trouvé des niveaux élevés de composés de thallium dans votre organisme. » Je l'ai dévisagé. « Je ne comprends pas. C'est quoi le thallium? » C'est un métal lourd. Autrefois, on l'utilisait dans la mort aux rats avant qu'il ne soit interdit. C'est extrêmement toxique pour l'homme. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec un soin visible. Les niveaux que nous avons trouvés ne sont pas compatibles avec une exposition accidentelle. Quelqu'un vous empoisonne, Daniel. Délibérément, depuis des semaines, voire des mois. La pièce a basculé. Pas à cause du poison, cette fois, mais à cause de l'impossibilité de ce qu'il disait. Ce n'est pas possible. Qui voudrait m'empoisonner? Mais alors même que les mots sortaient de ma bouche, mon esprit faisait déjà des liens que je refusais désespérément d'établir. Les dîners du dimanche, le goût étrange, Vanessa qui remplissait mon verre, Mathieu qui m'interrogeait sur mon patrimoine. « Avez-vous ressenti des symptômes ?» me demanda le docteur Morin en m'observant attentivement. Fatigue, confusion, engourdissement, perte de cheveux. Tout ça, depuis des semaines. Je pensais que je vieillissais, c'est tout. On vous administre ce poison de façon systématique. Si vous aviez attendu 1 mois de plus, les dommages sur votre système nerveux auraient pu être irréversibles. Là, nous l'avons détecté assez tôt. Avec un traitement, vous devriez vous rétablir complètement. Il me tendit les résultats du laboratoire. Premièrement, nous devons identifier la source et éliminer votre exposition immédiatement. Deuxièmement, vous devez signaler cela à la police. C'est une tentative de meurtre, Daniel. La personne qui fait ça, c'est exactement ce qu'elle fait. Autrefois, on appelait le thallium la poudre de succession, car il servait à tuer des membres de sa famille pour leur héritage. Il est presque sans saveur. Les symptômes miment une maladie naturelle. Réfléchissez bien. Qui a régulièrement accès à votre nourriture? Qui a intérêt à ce que vous mouriez? J'ai pensé à mon testament. Hélène et moi avions été prudents, responsables. La maison, l'assurance vie, les économies. Au total, on approchait du 1 million d'euros. L'entreprise de Mathieu était en difficulté. J'avais entendu des rumeurs, des chuchotements de vieux collègues. Il s'était surendetté sur un projet immobilier qui avait capoté avec la hausse des taux. Près d'1 million d'euros. Et moi, j'étais là,
en train de mourir à petit feu d'un poison que me servait chaque dimanche mon fils et sa femme. Non, ça ne pouvait pas être Mathieu. Il avait été un enfant si heureux. Il construisait des tours de Lego avec moi le samedi matin. Il avait pleuré quand nous avions dû faire piquer notre vieux chien. Mais l'homme qui s'asseyait en bout de table en me questionnant sur mes placements, cet homme-là, je ne le reconnaissais plus. Les dîners du dimanche, ai-je entendu ma propre voix dire. Mon fils et ma belle-fille m'invitent tous les dimanches depuis 3 mois. Ça a commencé juste après que j'ai mentionné que je revoyais mon testament avec mon notaire. L'expression du docteur Morin ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Pitié peut-être. Ne mangez ni ne buvez plus rien de ce qu'ils vous donnent. En fait, je vous suggère de ne pas leur parler de ce diagnostic. Pas avant d'avoir pris des mesures pour vous protéger. Daniel, vous devez appeler la police aujourd'hui. Et vous avez besoin de quelqu'un de confiance pour vous aider. J'ai conduit jusqu'à chez moi comme un automate. Carole était dans son jardin. Elle n'eut qu'à voir mon visage pour passer par le portillon entre nos terrains. « Daniel, que s'est-il passé? Qu'a dit le médecin ?» Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, la main posée sur mon bras, une présence solide dans un monde qui était devenu un cauchemar. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Il faut appeler la police, tout de suite, et parler à un avocat avant de faire quoi que ce soit. C'est mon fils, Carole. Mon unique enfant. Quel père ferait arrêter son propre fils? Celui qui veut rester en vie, répondit-elle d'une voix tranchante, presque en colère. Daniel, ils essaient de te tuer pour de l'argent. La personne qui dîne avec toi le dimanche n'est plus le petit garçon que tu as élevé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais tu ne lui dois pas ta vie. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. J'ai appelé maître Pauline Lefebvre, une avocate qui m'avait déjà conseillé pour la succession d'Hélène. Elle m'a dit de venir immédiatement. C'est très grave, Daniel. Une tentative de meurtre, probablement avec préméditation. Mais avant d'aller à la police, il nous faut plus de preuves. Vous avez la preuve médicale que vous avez été empoisonné, mais il nous faut établir qui l'a fait et comment. Elle m'a donné le nom d'un détective privé, David Fournier, un ancien de la police judiciaire. Il était jeune, la quarantaine, avec un sourire facile et des yeux perçants qui ne manquaient rien. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret. « Racontez-moi tout, depuis le début », m'a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Les appels, les dîners, les problèmes financiers de Mathieu, les questions de Vanessa sur mon testament. « Est-ce que votre fils a une clé de chez vous ?»« Oui. »« Nous allons changer vos serrures aujourd'hui et installer des caméras. Des petites, cachées dans votre cuisine, votre salon. Et vous ne mangez ni ne buvez rien qui ne vienne de vos propres mains ou de celles de Carole. Compris? S'ils se rendent compte que les dîners du dimanche ne fonctionnent pas assez vite, ils passeront à la vitesse supérieure. Les jours suivants furent les plus longs de ma vie. David a installé des caméras partout chez moi. Carole insistait pour que je dîne chez elle tous les soirs. Des repas simples qui avaient le goût du salut. Mathieu a appelé le mercredi soir. « Papa, on se disait, pourquoi est-ce que Vanessa et moi ne viendrions pas chez toi ce dimanche? Elle pourrait cuisiner là-bas, ça t'éviterait de conduire. On s'inquiète pour toi sur ces routes sombres. » Mon sang se glaça. Il voulait venir chez moi, dans ma cuisine. « C'est une merveilleuse idée, » ai-je dit, en gardant une voix calme. « Dimanche à 17h. »« Parfait. »« Ne t'occupe de rien, Vanessa apportera tout. » J'ai appelé David immédiatement. « Bien, a-t-il dit. C'est ce qu'il nous fallait. Ils deviennent impatients, ça veut dire qu'ils vont faire des erreurs. Voilà ce que nous allons faire. » Le dimanche après-midi, je suis allé chez Carole. Assis sur son canapé, nous regardions les images de ma maison sur sa tablette. À 16h30, la Mercedes familière s'est garée dans mon allée. Mathieu et Vanessa sont sortis, des sacs de course à la main. Mathieu a essayé son ancienne clé. Elle n'a pas fonctionné. Il a froncé les sourcils, puis Vanessa a sorti un petit étui de son sac à main. Un kit de crochetage. Sur l'écran, j'ai regardé ma belle-fille s'agenouiller devant ma porte et l'ouvrir en quelques secondes. « C'est une violation de domicile », a murmuré Carole. Ils ont traversé ma maison comme s'ils étaient chez eux. Mathieu est allé directement à mon bureau, fouillant dans mes papiers. Vanessa s'est dirigée vers la cuisine. Elle a sorti de son sac une petite fiole en verre ambré.
Une par une, elle a ajouté des gouttes d'un liquide clair dans le lait, le jus d'orange, le reste de soupe que j'avais délibérément laissé. Puis elle a ouvert l'armoire à pharmacie, a manipulé mes boîtes de médicaments. Le tout a pris moins de 10 minutes. Elle a essuyé tout ce qu'elle avait touché, puis ils ont disposé les courses sur le plan de travail, comme s'ils venaient d'arriver. Puis ils sont partis. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de Mathieu. « Salut papa, on est chez toi, on prépare le dîner. » La porte était fermée à clé, alors Vanessa a crocheté. « On a trouvé le double des clés dont tu nous avais parlé. Hâte de te voir. » Il avait failli se trahir. 5 minutes plus tard, David a appelé. « On les tient. Je transmets tout au commissariat de Brest. Des inspecteurs vont venir vous voir. Vous allez devoir faire une déposition ce soir, mais, Daniel, on les a. » La police est venue chez Carole. 2 inspecteurs de la brigade criminelle. Ils ont visionné les vidéos, examiné mes rapports médicaux, pris ma déposition. « Monsieur Lefort, » a dit l'inspectrice, « comprenez-vous que si nous arrêtons votre fils et votre belle-fille, vous n'aurez probablement plus jamais de relation avec eux. Je comprends que si vous ne les arrêtez pas, je ne serai plus en vie pour avoir une relation avec qui que ce soit. » Ils ont été arrêtés dans un restaurant où ils étaient allés pour se forger un alibi. Tous 2 ont été inculpés pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs et violation de domicile. Le procureur, un certain Michel Durand, a exposé les preuves, les dossiers médicaux, les vidéos, le mobile financier, les analyses toxicologiques. L'historique de recherche de Vanessa était accablant. Symptômes empoisonnement thallium, poison indétectable. Combien de temps pour tuer avec du thallium? L'idée venait d'elle, ai-je demandé, ou de Mathieu? Les preuves suggèrent que Vanessa était le cerveau. Mais votre fils était au courant. Les SMS entre eux le prouvent. Il était un complice consentant. Le procès a duré 2 semaines. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Au moment du verdict, Mathieu a demandé à me parler. « Papa, dit-il, la voix brisée, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu ça. Vanessa n'arrêtait pas de dire que c'était la seule solution, qu'on allait tout perdre, que tu voudrais qu'on s'en sorte. Je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je me suis assis dans la salle d'audience, Carole à mes côtés, et j'ai regardé ce fils que je ne reconnaissais plus. Ce garçon avait disparu. « Tu m'as empoisonné, » ai-je dit, la voix ferme malgré mes mains qui tremblaient. Pendant des mois, tu t'es assis en face de moi et tu as souri pendant que ta femme me servait une nourriture qui me tuait. Tu es entré par effraction chez moi et tu as contaminé tout ce que j'allais manger ou boire. Je me suis levé. Je ne sais plus qui tu es, mais tu n'es plus mon fils. Le juge les a condamnés tous les 2 à 15 ans de prison. Ce soir-là, Carole m'a préparé à dîner. Nous avons mangé en silence. « Et maintenant, on fait quoi ?» a-t-elle finalement demandé. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait soutenu pendant les pires mois de ma vie. « J'aimerais qu'il y ait un nous, » ai-je dit. « Si tu es prête à t'encombrer d'un homme que sa propre famille a essayé de tuer. » Elle a souri. Je crois que c'est exactement le genre d'homme qui sait apprécier ce qui compte vraiment. Mathieu m'écrivait de prison. Des lettres pleines de remords, peut-être sincères, peut-être une autre manipulation. Je les mettais dans une boîte à la cave sans les ouvrir. Au jour de ce qui aurait été le 70e anniversaire d'Hélène, je les ai toutes emmenées dans le jardin de Carole et je les ai brûlées, une par une. « Tu te sens différent ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je répondu. « Je me sens libre. » 6 mois plus tard, nous avons vendu ma maison. Trop de souvenirs, trop de poison imprégné dans les murs. Carole et moi avons acheté une petite maison ensemble à Roscoff, plein pied près de la mer, avec un jardin. Chaque matin, nous buvons notre café en regardant le soleil se lever sur la Manche. Je ne suis jamais allé voir Mathieu en prison. Je n'ai jamais répondu à ses lettres. Maître Lefebvre m'a dit qu'il demandait de mes nouvelles, s'il y avait une chance de reconstruire quelque chose quand il sortirait, dans une dizaine d'années. Je lui ai dit de lui répondre que j'allais bien, que j'étais heureux, que j'avais tourné la page.
Carole et moi nous sommes mariés au printemps dernier. Une petite cérémonie au vallon du Stangalar. De mon côté, les rangs étaient clairsemés. Mais ce n'est pas grave. La famille, ce n'est pas toujours le sang. Parfois, ce sont les gens qui sont là quand votre propre sang essaie de vous tuer. J'aurai 70 ans le mois prochain. Carole organise une fête. Elle dit qu'il nous reste beaucoup d'années à célébrer et qu'elle ne me laissera pas en gâcher une seule à regarder en arrière. Elle a raison. La matinée est belle, le café est chaud, la femme à côté de moi me fait rire. Et quelque part au loin, la corne de brume d'un ferry résonne. Le poison a disparu. Les empoisonneurs ont disparu. Et je suis toujours là. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais ceci. Je suis en vie. Je suis aimé. Je suis en paix. Et certains matins, c'est bien plus que tout ce qu'on peut espérer.